souhaite me parler. Il a dit qu'il a 3 personnes qui sont ses gens et qui sont de bonnes personnes. Un peut être le président de transition et un autre peut-être... En France et aux États-Unis, c'est aussi cette propension à s'ingérer dans toutes les affaires intérieures. Cette vieille tradition de choisir, de nous imposer les chefs qui leur soient dévoués. Des chefs qui travaillent plus pour leurs intérêts que pour ceux du pays. On espérait que le modèle du général de Gaulle, qui mettait un David Dacko dans une caravelle avec des soldats français pour aller en Centrafrique renverser Bokassa, était terminé. On espérait que les méthodes du sulfuré Jacques Foccart, qui refaisait le régime au sud du Sahara au gré des intérêts de Paris, étaient révolues. Malheureusement, non. Elles se poursuivent. Le président français souhaite me parler. Il a dit qu'il a 3 personnes qui sont ses gens et qui sont de bonnes personnes. Un peut être le président de transition et un autre peut être le Premier ministre. Il a demandé si je peux seulement sortir pour faire une déclaration dans laquelle communiquer les noms du président et du Premier ministre afin de formaliser tout ça. J'ai répondu: cela est hors de question, les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Je me souviens ce jour-là, il m'a dit d'être compréhensif. Il a dit que quand il disait quelque chose à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, celui-ci répondait qu'il allait y réfléchir et qu'Ibeka est resté dans les réflexions jusqu'à ce qu'il parte. Donc, qu'il faut que, moi, je cesse cela. J'ai répondu: non, cela est hors de question. Les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Nous ne nous sommes pas entendus. Il est parti de son côté, je suis parti de mon côté. Ceci a le mérite d'être clair. Et même ceux qui n'ont pas une affection particulière pour le colonel Assimi Goïta du Mali ne peuvent qu'approuver sa réaction. Les interventions comme celle-là sont quotidiennes. Et la jeunesse africaine ne l'accepte plus. Ce qu'il faut intégrer, c'est que pour les autres, notamment les anciennes puissances coloniales, je ne sais pas s'il faut parler d'anciennes, parce qu'elles restent quand même des puissances coloniales, ces puissances impérialistes, l'Afrique est leur marché. L'Afrique est à leur disposition. C'est pour ça que vous verrez que tout le monde se bat aujourd'hui pour avoir sa part d'Afrique. L'Asie, qui était au même niveau que l'Afrique il n'y a pas longtemps, se bat pour avoir sa part d'Afrique. La Russie se bat pour revenir en Afrique. Donc l'Afrique est devenue aujourd'hui comme une sorte de gâteau mondial à la disposition des autres puissances qui, eux, ont compris où se situent leurs intérêts. On n'est plus très loin de Berlin. C'est pas parce qu'on n'est plus dans les mêmes schémas caricaturaux, mais vous verrez aujourd'hui, en termes géopolitiques, qu'on est en train de se repartager l'Afrique avec des nouveaux acteurs. Donc voilà le schéma de base. Forme de montée du politique du ressentiment qui se nourrit ici de l'anticolonialisme réinventé ou fantasmé, là d'un anti-occidentalisme instrumentalisé. La dénonciation d'un double standard. Il n'y a aucune raison que la présence française en Afrique demain soit militarisée. On ne peut pas être la seule puissance au monde qui n'aurait plus de politique en Afrique. Ça serait grotesque. On ne va pas passer d'un extrême à l'autre. Mais il n'y a pas de raison que ce soit sous cette forme militaire. Donc il faut tout remettre à plat. Il y a en Afrique un profond ressentiment vis-à-vis de la France, une profonde suspicion qui est nourrie par un certain nombre d'éléments et au premier chef, bien sûr, la relation postcoloniale de ces pays africains avec la France. Tout cela a été activé dans les dernières années par la militarisation de notre politique, depuis l'intervention française en Libye en 2011, puis les interventions au Mali et au Sahel. S'y ajoute par ailleurs le sentiment souvent d'un double discours. On le voit sur la démocratie, puisque le traitement réservé aux États n'est pas le même selon qu'on est le Tchad ou que l'on est le Mali ou la Guinée. Et il y a par ailleurs du côté de l'Ukraine, alors là, ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait 2 poids 2 mesures, un intérêt très fort de l'Europe et de la France pour ce qui se passait à l'Est, et un désintérêt relatif pour ce qui se passait au Soudan, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. C'est qu'on ne voit aujourd'hui en Afrique, quand on est étudiant africain, quand on est responsable africain, quand on est de quelque État que ce soit, on ne voit qu'une chose, c'est la présence militaire de la France et la présence financière de la France à travers le CFA. Cette présence-là, il convient aujourd'hui de faire en sorte qu'elle ne soit pas dominante et que notre politique ait d'autres objectifs, d'autres buts et qu'elle apparaisse comme davantage respectueuse des pays d'Afrique. C'est ce qui fait la force de tous les États qui aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, la Turquie, le Japon, la Chine, le Brésil et bien d'autres.
Les attributs de la souveraineté depuis 20 siècles, c'est de pouvoir battre monnaie. Hein, si quelqu'un bat monnaie à votre place, vous lui êtes subordonné, vous n'êtes plus rien. Aujourd'hui, dans une société connectée, dans un monde connecté, l'Afrique est totalement connectée. Elle est connectée, vous voyagez en Afrique, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Donc il y a un flux d'informations qui permet à chaque Africain déjà de nourrir sa réflexion et d'aller contester le discours officiel français. Ce que n'acceptent plus les Africains, c'est aussi cette propension à vouloir leur imposer des partenariats, à leur dire avec qui ils doivent ou non commercer, à un moment où ils ont conscience que l'avenir du monde, c'est eux. Mais le sentiment qu'il y a sur le sol africain, par les élites, les nouvelles élites, par les jeunes, c'est que finalement, est-ce que ça en vaut la peine, plusieurs siècles après, qu'on soit dans une relation qui n'a pas produit ce qu'elle avait, qui était au départ une relation violente d'ailleurs. Hein. Il faut accepter qu'ils aient une pluralité de partenaires stratégiques. À défaut, nous précipiterons une évolution que nous dénoncerons peut-être avec véhémence. En réalité, les autorités occidentales en général, et françaises en particulier, savent pourquoi elles font l'objet d'un rejet de la jeunesse africaine. Il faut arrêter la diversion. Si le but réel de votre mission, Madame l'ambassadrice, est d'améliorer les relations avec le Sud global, notamment avec l'Afrique, vous avez là un patchwork, un petit assortiment de griefs adressés à vos administrations. Ils sont simples et logiques. Chercher des auteurs, des activistes, des suppôts du Satan russe, chinois ou iranien qui seraient les responsables de ces désamours est juste ridicule. Voir dans ce recul le fait de la propagande russe est absurde. Les authentiques panafricains qui étaient Nkrumah, Sékou Touré doivent se retourner dans leur tombe de voir que le terme qui était une belle idée d'unifier l'Afrique est utilisé aujourd'hui pour des gens qui n'ont comme seul discours que l'anti-France. C'est drôle pour une personne de mon âge d'écouter une autorité française définir Sékou Touré comme un authentique panafricain. Lui qui a été combattu, puni, son pays déstabilisé par Paris, qui le considérait comme un indécrottable dictateur à la solde de Moscou. Paris a déployé tous les moyens pour le renverser, au point même de fabriquer de faux billets de banque pour faire tomber son économie. Aujourd'hui, il est reconnu comme un panafricaniste. Ça laisse un peu d'espoir à certains jeunes qui sont pourchassés aujourd'hui. Peut-être que dans une vingtaine d'années, on leur reconnaîtra un certain mérite. Mais à la vérité, est-ce que cette jeunesse attend de la reconnaissance d'une personne qui n'en a